On va poursuivre la séquence parce que là, on va parler maintenant des aspects cliniques. Peut-être Isabelle, parce que tout à l'heure, on a eu un petit souci, j'espère qu'on ne va pas l'avoir. Est-ce que tu veux présenter Sébastien Lefebvre qui va parler justement des... Là, on est dans le domaine clinique. Si tu veux bien l'introduire et voilà, je te laisse présenter cette... Merci Fabien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, en fait, Oui. en voulant ouvrir mon micro, j'ai coupé ma caméra. Je suis absolument désolée. J'ai mis un petit temps à la récupérer. Sébastien Lefebvre est un de mes collègues allergologues qui est responsable du service d'allergologie du centre hospitalier de Metz-Thionville. Il est également membre d'un certain nombre de structures de l'allergologie, puisqu'il est donc dans le syndicat, il est à l'ARCA, il est également secrétaire général du Conseil national professionnel, et j'en passe. Il a donc de multiples fonctions et il est tout à fait la bonne personne pour nous parler de ces infections virales et allergies, puisqu'il a vécu dans le Grand Est cette terrible pandémie au mois de mars et avril, où son service d'allergologie a été fermé comme beaucoup d'autres, et où il a été transformé bon gré mal gré en médecin Covid pendant plusieurs semaines, avec effectivement, je pense, un impact à la fois sur les patients allergiques qui n'ont pas pu être pris en charge, mais à ce moment-là, c'était peut-être pas la priorité, mais également un impact sur son travail quotidien, puisqu'il est allergologue et non pas ni infectiologue, ni réanimateur, ni virologue, et il a fait ça avec brio, mais beaucoup de fatigue, je crois. Donc Sébastien, je te laisse la parole et je te remercie d'avoir accepté de nous parler des infections virales et des allergies. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Ok, ça marche. Alors, j'arrive pas à mettre ma webcam, j'en suis vraiment désolé, mais on va faire sans webcam. Je sais pas, c'est les aléas de travailler sous Mac. Donc, merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. Merci pour l'invitation à cette 10e matinale. À chaque fois, c'est un plaisir de participer avec vous, avec un format un peu original cette fois-ci, mais ça a l'air de plutôt bien marcher, à part pour ma webcam. Je vais donc vous parler des infections virales et des allergies, en faisant un petit état des lieux des connaissances, et on finira par les conséquences pour les patients. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, il va y avoir deux diapos un petit peu embêtantes. Non, il faut revenir juste. Ouais, parfait. Ouais. Je vais vous parler un peu de physiopathologie. Donc, il faut qu'on le fasse pour la suite. Ça sera important pour la suite du topo. Donc, j'ai essayé de simplifier au maximum pour ne pas être trop embêtant là-dessus. Mais on va commencer par la physiopathologie des infections virales. Donc vous voyez sur la diapo, il y a trois possibilités pour un virus d'infecter un hôte, et l'hôte, généralement, c'est nous. La première possibilité, c'est par réplication. Donc le virus va pénétrer dans nos cellules, hein, dans les épithéliums, généralement la muqueuse nasale, la muqueuse respiratoire, et va se multiplier. En se multipliant, il va utiliser les ressources de la cellule, et ça va finir par faire une mise de cette cellule. Donc cette cellule va mourir, libérant à nouveau tous les virus qui ont été répliqués et créant des lésions sur les épithéliums, encore une fois bronchiques ou nasaux par exemple. La deuxième possibilité pour le virus, c'est de déclencher, enfin en tout cas pour l'organisme, pardon, c'est de déclencher ce qu'on appelle l'apoptose de la cellule. C'est-à-dire que le virus va rentrer dans notre cellule, il va être reconnu comme étranger par l'organisme et la cellule va, entre guillemets, se suicider, donc c'est ce qu'on appelle l'apoptose, pour empêcher la réplication virale. Donc ça, c'est un mécanisme de défense qui fonctionne plutôt pas mal, mais qui va aussi créer des lésions sur les épithéliums. La troisième possibilité, c'est ce qui se passe généralement, c'est que le virus va pénétrer dans l'organisme, il va rentrer dans les cellules, et en rentrant dans les cellules, il va modifier nos cellules qui vont plus être reconnues comme une cellule normale, comme une cellule de ce qu'on appelle le soi, donc de nos cellules à nous, mais comme une cellule du non-soi. Donc il va y avoir des marqueurs à la surface des cellules qui vont être reconnus par nos cellules qui sont censées nous défendre, notamment les lymphocytes, qui vont venir détruire en fait cette cellule pour empêcher la propagation du virus. Donc ça, c'était très rapidement pour parler de la physiopathe des infections virales. Je veux bien la diapo suivante.
La physiopathologie des allergies, de l'allergie, alors je vous ai dit, hein, c'est 2 diapos un petit peu embêtantes, mais c'est important pour la suite. Pour l'allergie, il va y avoir 2 phases. Il y a une phase de sensibilisation, donc qui va être complètement asymptomatique. Cette phase de sensibilisation, l'allergène va pénétrer dans l'organisme, généralement, encore une fois, sur une muqueuse qui est abîmée. Donc, on peut avoir sur la peau de la dermatite atopique, de l'asthme ou une rhinite, ou comme on a parlé un petit peu l'intervenante, j'ai pris un petit peu au vol le topo d'avant, mais avec la pollution, il va y avoir une irritation de nos muqueuses. Et quand l'allergène va pénétrer dans nos muqueuses, sur cet épithélium abîmé, il va y avoir une pénétration de cet allergène avec ce qu'on appelle un signal danger. Donc, il va y avoir des petites molécules qui vont être sécrétées, notamment la TLSP et l'IL-33, dont on reparlera un peu tout à l'heure. Et en faisant ça, on va polariser notre système immunitaire. C'est-à-dire que la cellule dendritique, donc c'est les cellules qui sont chargées de prendre en charge les organismes étrangers qui pénètrent dans notre organisme, va polariser notre système immunitaire vers ce qu'on appelle la voie TH2. Je vous fais grâce de tout ce qui se passe, mais en tout cas, in fine, ça va aboutir à la fabrication de lymphocytes TH2 qui vont interagir avec ce qu'on appelle les cellules B, les lymphocytes B. Et ces lymphocytes B vont fabriquer des IgE. Les IgE, c'est l'anticorps qui va nous causer nos problèmes d'allergie. Ces anticorps, ils ne sont pas embêtants en soi, ils vont aller se fixer sur les cellules effectrices, qui sont les mastocytes, les basophiles que vous voyez sur le point numéro B. Une fois qu'ils sont fixés dessus, il ne se passe rien encore une fois. Par contre, si on a une nouvelle exposition à l'allergène, donc que l'allergène, c'est ce que vous voyez donc sur la droite, repénètre à nouveau dans l'organisme, l'allergène il va venir se fixer sur ces IgE qui sont capables de le reconnaître. Et à ce moment-là, ces IgE, elles vont faire une exocytose, c'est-à-dire qu'elles vont expulser certains produits, notamment l'histamine et la tryptase, qui vont être responsables des signes cliniques de l'allergie. Voilà, je veux bien la diapo suivante. Alors, pour essayer de rester un peu clinique, ça, c'est des questions qu'on nous a beaucoup posées pendant le Covid. Hein, Isabelle, on a fait beaucoup d'interviews avec les journalistes. Et c'était vraiment la question qui revenait de manière régulière. Quelles sont les différences cliniques entre l'allergie, l'infection virale, et donc à l'époque, bien entendu, c'était le Covid. Il y a des points communs, effectivement. Donc les points communs, c'est la rhinite. Hein. Quand on a un rhume, on a le nez qui coule. Quand on a une allergie aussi, on peut tousser et on peut avoir une conjonctivite. Ce qui est important et ce qui permet de différencier un peu les choses, c'est que quand on a une allergie, pour qu'elle se déclenche, comme je viens de vous l'expliquer juste avant, il faut qu'il y ait un contact avec l'allergène. Donc c'est vraiment important, c'est ce qui fait partie de notre travail. On doit vraiment, nous, rechercher le contact avec l'allergène qui va déclencher les symptômes. Ça peut être quand on a été confiné, c'était l'époque des pollens, donc effectivement, il y avait des pollens. Donc, il fallait regarder un petit peu les pics polliniques avec le RNSA pour voir si ça pouvait coller avec une exposition pollinique importante. Ça peut être quelqu'un qui vient vous voir en disant j'ai fait le ménage, c'était un peu poussiéreux chez moi, j'ai soulevé plein de poussière, j'ai déclenché mes symptômes. Donc ça, c'est plutôt les acariens ou les moisissures. Et dans ce cas-là, on a vraiment cette notion de contact avec l'allergène qui va nous orienter vers une allergie et pas vers quelque chose d'infectieux. Le point également qui permet de différencier ces allergies et cette infection virale, c'est la fièvre. Il n'y a pas de fièvre quand on est allergique, sauf si on fait une allergie grave, généralement quelque chose de médicamenteux. Mais en tout cas, dans les allergies respiratoires ou dans les allergies alimentaires, on n'a pas de symptômes d'hyperthermie. Ce qu'on a vu également, ce qu'on voit régulièrement, en tout cas les années précédentes, avec les allergies, c'est la dyspnée, donc la difficulté respiratoire. Il y a des patients qui vont présenter un asthme, et je peux reparler un peu plus tard dans le topo. Cette dyspnée de l'asthme, elle est assez particulière et assez singulière, c'est-à-dire que les bronches sont rétrécis. Et donc les patients vont avoir une difficulté à expirer. Ce qu'on a vu avec le Covid, il n'y avait pas a priori d'atteinte bronchique, mais plutôt une atteinte pulmonaire interstitielle. Et donc, du coup, la dyspnée, elle était aux 2 temps, au temps inspiratoire et au temps expiratoire. C'était vraiment pas comme un asthme. Ce qu'on a également avec tous les syndromes viraux et aussi qu'on a vu avec la Covid, c'est les courbatures. Hein, c'est ce qu'on appelle le syndrome grippal classique. Avec la Covid, il y a eu des troubles digestifs, hein, ça a été beaucoup, on en a beaucoup parlé dans la presse, grand public. C'est effectivement, c'était des gens qui arrivaient avec ce syndrome infectieux, cette pneumopathie liée au Covid, et qui en plus présentaient des diarrhées, des nausées, des vomissements. Et puis,
Ce qui n'est pas classique avec les autres infections virales, comme encore une fois le rhume banal ou la grippe, c'est que le virus de la Covid, donc le SARS-CoV-2, il a un tropisme pour le système nerveux central, ce qui va expliquer un petit peu tous les signes dont on a aussi parlé dans la presse grand public, d'anosmie, donc de problèmes pour sentir les odeurs ou de dysgeusie, de problèmes de goût, parce qu'il va effectivement se fixer dans le système nerveux central et ça va entraîner ces phénomènes. Il n'y a jamais ça dans l'allergie, ou en tout cas c'est très transitoire. Je pense que vous avez tous vu, il y a une publication récente où il y a eu le premier cas qui a été publié avec une hypoacousie. Donc encore une fois, avec le Covid, hein, donc ce virus a vraiment un tropisme neurologique et donc a priori ça peut aussi entraîner une hypoacousie, une surdité. Et puis ce qui est différent également, c'est que quand on a une allergie, on va avoir une réponse à nos traitements symptomatiques et notamment aux antihistaminiques. On reparlera un peu plus tard de tout ce qui est corticoïdes et sprays nasaux. Merci. Donc du coup, pour essayer de faire le lien entre les infections virales et l'asthme, je vous ai remis ce schéma qui est encore une fois compliqué mais qui reprend, c'est pour ça que je vous ai parlé des deux schémas au tout début. En fait, il y a vraiment une synergie entre les allergènes et les virus. On sait depuis très longtemps que les gens qui ont un asthme, quand ils ont une virose, peu importe le virus en cause, on va en reparler juste après, ils vont exacerber leur asthme, ils vont déclencher des crises d'asthme. Et sur ce schéma, on voit bien pourquoi. Donc, c'est la même chose. Vous voyez en jaune les allergènes qui vont venir pénétrer dans l'organisme, les virus qui vont abîmer notre muqueuse respiratoire. On va dire que c'est un épithélium pulmonaire qu'on a là. Et vous avez sur la droite de la diapo ce qu'on appelle les PAMPs et les DAMPs. Donc ça, ce sont les signaux de danger dont je vous parlais tout à l'heure. Donc encore une fois, le virus va abîmer la muqueuse, il va y avoir ces signaux qui vont apparaître, les allergènes vont pénétrer, vont être pris en charge avec ce signal danger. Donc il va y avoir une auto-amplification d'une boucle avec tout ce que vous avez sur le schéma, dont je ne vais pas trop détailler, mais il y a des cytokines, des toutes petites molécules qu'on appelle l'IL4, l'IL5, l'IL13, qui vont, encore une fois, polariser notre système immunitaire vers l'allergie. Et en plus de ça, à cause de cette affection virale, on va avoir une inflammation qu'on appelle un neutrophile ou un macrophage qui va entraîner cette altération de la muqueuse et dans un cercle vicieux avec ces signaux danger qui vont être provoqués dans l'organisme. Je veux bien la diapo suivante. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante? Merci. Donc on reste encore sur de la physiopathe, hein. Je suis désolé, c'est un peu embêtant, mais encore une fois, c'est quelque chose d'important. On sait, c'est ce que vous avez à gauche de la diapositive, que quand il y a des allergènes qui vont pénétrer dans notre organisme, et donc c'est ce que je vous disais au tout début, ils vont aller se fixer sur les IgE qui ont été sécrétés par nos lymphocytes B, qui vont se mettre sur les cellules effectrices de l'allergie, qui vont entraîner les symptômes. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce complexe, donc c'est le fait d'avoir ces allergènes qui vont se coupler avec nos IgE, qui vont faire dégranuler nos cellules, on va faire baisser quelque chose qui s'appelle l'interféron. Vous avez peut-être entendu parler, il y a pas mal de publications là-dessus en ce moment. On pense que cet interféron, en tout cas le déficit ou la diminution de l'interféron, pourrait être responsable des Covid graves. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est un peu rendu compte que les gens qui avaient fait des formes graves de Covid avaient un déficit, soit quantitatif ou qualitatif en interféron. Donc ça peut être génétique, ça peut être effectivement des allergènes ou autre chose, mais en tout cas, on pense que les formes graves de Covid sont dues à ce déficit en interféron. Donc chez les gens allergiques, il y a un risque avec cette baisse de l'interféron d'entraîner des formes graves. On a la même chose juste en dessous. Donc je vous parlais tout à l'heure des cytokines responsables de l'allergie, donc avec ces virus qui peuvent pénétrer et ce signal danger, on va sécréter de l'IL4, de l'IL13. Ça, c'est la même chose, ça va entraîner une baisse de l'interféron dans l'organisme. Et l'IL33, sur la dernière ligne, sur la gauche de la diapo, c'est la même chose. Donc l'IL33, c'est une cytokine qui accompagne les signaux danger, et ça fait aussi diminuer l'interféron. Donc il y a quand même un risque en étant allergique, de faire des formes plus graves de Covid. Et on reviendra tout à l'heure sur l'impact que ça a sur les patients. A contrario, quand on augmente
quand on met de l'interféron de manière artificielle ou in vivo chez les patients, on a une diminution de la réponse allergique. Donc ça, c'est ce qu'on a à droite. Et ça, c'est assez curieux. Mais en tout cas, voilà, si on a beaucoup d'interférons, on a moins d'allergies. Donc on reste vraiment dans ce cercle vicieux avec ces infections virales. On a de l'allergie, on diminue notre interféron, on est à risque de faire une infection grave. Si on avait de l'interféron, on diminuerait nos allergies et on serait moins à risque de faire une infection grave. Je veux bien la diapo suivante. Donc la question, c'est est-ce que, ouais, vous pouvez défiler, hein, est-ce que le pollen est l'allié des virus? Donc, il y a une étude qui est parue dans Allergy, donc, qui est un journal très sérieux d'allergologie en 2019, une étude européenne. Alors c'est une étude qui est compliquée à lire parce que les auteurs ont fait des combinaisons avec une cohorte humaine, des modèles murins, donc des modèles sur souris, et des tests cellulaires. Je crois qu'il manque un S et je m'en excuse. Ce qu'ils ont montré, c'est que le pollen de bouleau, ils ont pris le pollen de bouleau de manière arbitraire, ça va entraîner une diminution de la production d'interférons. C'est ce que je vous disais juste avant. Donc, de cette réponse pro-inflammatoire lorsqu'on a une agression virale en plus. Ils ont fait des tests de provocation nasale. Le test de provocation nasale, ça consiste à remettre en spray des protéines de pollen de bouleau purifiées dans le nez des patients. Et ils se sont aperçus qu'effectivement, il y avait une diminution de cette sécrétion d'interférons. Donc, dans leur étude, ils avaient plus de cas de rhinite infectieuse, donc c'était avant le Covid, hein. Ils ne sont pas intéressés du tout au Covid ni aux affections pulmonaires, mais en tout cas plus de rhinite infectieuse chez les patients qui étaient allergiques quand ils étaient en période de pollen, à cause de ce que je vous ai montré avant, donc à cause de cette diminution de l'interféron. Bien la diapo suivante. Donc, les virus, ce sont des facteurs de risque de décompensation d'asthme. Donc, on retourne sur l'asthme. Hein. C'est quelque chose de classique, c'est quelque chose de connu. Il y a plein de virus qui circulent avec lesquels on est en contact tout le temps. Donc, je vous ai remis ici un tableau. Donc, il y a le classique, c'est le premier dans le tableau, c'est le virus sensoriel respiratoire. C'est celui qui donne les bronchiolites chez les nourrissons, donc dans les premiers mois de vie, et qui peut parfois faire le lit de l'asthme. Il y a les virus influenzae, para-influenzae, donc de la grippe. Et vous voyez tout en bas, donc cette étude, alors j'ai permis la référence, mais c'est une étude il y a quelques années, il y avait déjà des coronavirus qui circulaient. Donc, la Covid, c'est pas nouveau, le SARS-CoV-2, c'est pas nouveau. Ça existait déjà à l'époque et on savait que les coronavirus étaient capables de faire décompenser un asthme. Diapo suivante, ouais. Donc, il y a eu une revue générale qui a été faite en 2018, qui est parue dans le 4AI, donc c'est la revue américaine, qui a étudié le rôle des virus dans une exacerbation d'asthme. On voit qu'en fait, chez l'enfant, quand il y a une exacerbation d'asthme, on retrouve 8,4% des enfants qui déclenchent cette exacerbation à cause d'une virose, et c'est encore plus important chez les adultes, parce que c'est presque 21% chez les adultes. Bien la diapo suivante. Donc on arrive sur les dernières diapos avec la fameuse Covid. Alors je vais vous présenter 3 papiers. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc le premier papier, c'est la cohorte de Wuhan, donc c'est les Chinois, c'est nos amis chinois, c'est les premiers à avoir publié, donc encore une fois dans Allergie. Ils avaient étudié 140 patients infectés par le SARS-CoV-2, 58 patients qui étaient classés comme sévères, un âge moyen de 57 ans, et eux, ils n'ont retrouvé aucun antécédent d'asthme ou de rhinite chez leurs patients, alors qu'on avait qui montrait une prévalence en Chine de 4,3% pour l'asthme en population générale et 17,2% pour la rhinite. C'était assez curieux, on s'est posé la question. Mais bon, voilà, c'était les premiers à publier, donc on a un peu attendu. Ensuite, il y a eu les données américaines, donc du Center for Disease Control. Eux, c'était le contraire total, c'est-à-dire qu'eux, ils nous sortaient des données avec 27,3% d'asthmatiques chez les 18-49 ans, 13,2% chez les 50-64 ans et 13% chez les plus de 65 ans. Alors qu'en population générale aux États-Unis, on est aux alentours de 10%. C'était vraiment très curieux d'avoir une telle différence. Je vais vous expliquer après pourquoi il y avait une différence, et je veux bien la diapo suivante. Il y a une étude française qui est en cours de publication, qui est faite au Kremlin Bicêtre, une cohorte de 768 patients adultes, une belle cohorte. Eux, ils retrouvent un petit peu nous ce qu'on a ressenti à Metz, avec quelques patients asthmatiques, mais pas beaucoup. 4,8%, c'était 37 patients sur leurs 768,
qui avaient déclenché un asthme, similaire à l'incidence qu'on a de l'asthme en France. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que nous, on a ressenti dans les services Covid qu'on avait au CHR, c'est qu'il n'y a pas eu de crise d'asthme durant l'infection à SARS-CoV-2. Les gens, ils n'ont pas décompensé leur asthme. C'est assez curieux par rapport aux autres virus, mais effectivement, les gens, ils avaient vraiment une pneumopathie, donc avec vraiment des images en vert dépoli, donc c'est des images assez impressionnantes au scanner, et ce qui expliquait un petit peu les symptômes qu'ils avaient les patients. Et en tout cas, il n'y a eu aucun cas d'asthme sévère décrit dans cette cohorte française, et nous, on n'en a pas eu non plus. Voilà, je veux bien la diapo suivante. Donc ces données, elles sont contradictoires, mais en fait, il y a plein de biais dans les études. Alors le premier biais, c'est que toutes ces cohortes, elles sont faites sur des patients hospitalisés, donc des patients qui ont des signes de gravité. Donc c'est des patients, tous les patients qu'on a admis à l'hôpital étaient oxygénodépendants, avaient besoin d'oxygène. Donc ils avaient déjà une pneumopathie importante due au SARS-CoV-2, à la Covid. Et puis en fait, quand on relie correctement les études, nos amis chinois, en fait, ils n'ont pas du tout interrogé leurs patients sur l'asthme, donc c'est pour ça, et sur les antécédents de pathologie respiratoire, donc c'est pour ça qu'ils n'en sortent aucun. Et les Américains, ils ont pris un grand fourre-tout en disant pathologie respiratoire, et ils commencent comme ça leur papier, et puis à la fin, ils sortent les données sur l'asthme, mais en fait, dans l'asthme, il y a toutes les pathologies, les antécédents en tout cas de pathologie respiratoire. Donc il y a effectivement un peu d'asthme, des bronchites chroniques, des antécédents de pneumopathie, et donc c'est pour ça qu'ils sortent des chiffres énormes. Et je pense que pour le coup, la cohorte française n'est pas trop mal faite, le papier devrait bientôt sortir. Et effectivement, c'est ce que je vous disais, on n'a pas l'impression, contrairement aux autres virus, qu'on va déclencher beaucoup d'asthme avec le Covid. Les données qu'on n'a pas, c'est les données de la ville. Peut-être que c'est biaisé à cause de ça, c'est-à-dire que les médecins libéraux, ils n'ont pas trop le temps de faire des publications, malheureusement. Mais peut-être que les crises d'asthme qui ont été ou qui auraient été déclenchées par la Covid, on les a vus, enfin les gens, nos collègues libéraux les ont vus en ville, et que du coup, nous, on ne les a pas vus à l'hôpital. Peut-être qu'il n'y avait pas de gravité, parce que c'est encore une fois assez curieux que ce virus, qui est un virus comme un autre, qui est un coronavirus, ne déclenche pas de crise d'asthme. Peut-être que ces crises d'asthme, elles ont été vues en ville, mais en tout cas, et c'est ce qui ressort sur la cohorte parisienne, c'est qu'il n'y a pas de crise d'asthme sévère admis à l'hôpital à cause de la Covid. Voilà, je veux bien la diapo suivante. Donc, ça sera ma conclusion pour le coup, la conséquence sur la prise en charge des patients. Alors, vous, comme moi, on a vu des médecins dont on ne savait pas qui c'était aller sur les plateaux de télé, chez BFM, chez CNews, etc. Et en fait, au tout début, il y a eu un amalgame. Alors, effectivement, il y a un des facteurs de risque de la Covid, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est normal, ils vont inhiber la réponse de l'interféron dont je vous parle depuis le début. Donc, c'est normal que ça soit un facteur de risque et que ça donne des symptômes plus graves. Mais il y a eu un amalgame avec la corticothérapie. Et en fait, le mode d'action de ces anti-inflammatoires non stéroïdiens et de la corticothérapie, qui sont des anti-inflammatoires stéroïdiens, n'est pas du tout le même. On n'intervient pas du tout sur les mêmes voies, c'est pas du tout le même modèle. Les corticoïdes vont pénétrer dans les cellules et vont agir sur notre ADN et sur notre ARN et vont entraîner des sécrétions de protéines qui vont diminuer l'inflammation. Et c'est pas du tout le même mécanisme que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc il y a eu plusieurs positionnements de nos sociétés savantes. En ce qui concerne l'asthme, il y a eu la SPLF, donc la Société de pneumologie de langue française, et la FFAL, donc la Fédération française d'allergologie, qui regroupe notre société savante, le CIFAL, l'association de patients et l'association de formation continue. On a vraiment insisté sur la poursuite des traitements de fond. Donc le traitement de fond d'un asthme, c'est des corticoïdes. Encore une fois, il n'y a pas de risque d'augmenter les infections virales quand on donne des corticoïdes par voie inhalée. Les seuls, moi en tout cas, et c'est ce que décrivent tous nos collègues, les seuls asthmes qu'on a vus arriver affectés par le Covid qui étaient en décompensation, c'est ceux qui ne prenaient pas leur traitement. Donc ce n'était pas a priori dû à cause de la Covid, mais c'était dû à cause d'un mauvais traitement, parce que les gens, les médecins généralistes aussi, ont cru qu'il fallait arrêter tous les corticoïdes inhalés. Donc ce n'est pas le cas, il faut vraiment les continuer. Le traitement des exacerbations, donc quand on a un asthme grave, le traitement il repose aussi sur des corticoïdes. Il n'y a aucun danger. Les gens qu'on a eu en réanimation qui ont été intubés, ventilés, ils ont tous eu une corticothérapie importante
Et c'est ce qui a probablement permis de leur sauver la vie, plus que la chloroquine, a priori. Il faut juste faire attention à la nébulisation. C'est ce qu'on fait à l'hôpital. Ça peut se faire aussi en ville, mais c'est un peu plus rare. Mais en tout cas, voilà, c'est les gens qui vont avoir besoin d'un masque. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est un masque avec deux trous sur le côté. On met du liquide en dessous. On met de l'air ou de l'oxygène à fort débit. Effectivement, ça va faire un brouillard que les gens vont respirer. Donc, ils vont respirer le produit qui va se nébuliser. Et effectivement, il y a un risque que dans la pièce, on nébulise si un patient est affecté par la Covid du virus. Donc, si on fait ça, il faut vraiment tenir compte de ce risque de contamination et s'équiper correctement, donc avec des masques FFP2, des lunettes, des surcouches, etc. Mais c'est quand même tout à fait possible. Et puis, en ce qui concerne la rhinite, la FFAL et la Société française d'ORL ont aussi fait des position papers en rappelant qu'il n'y avait aucune contre-indication au spray corticoïde pour la prise en charge de la rhinite de nos patients. On peut penser que c'est banal la rhinite, mais il y a des gens qui sont vraiment, vraiment embêtés avec la rhinite. Je vais citer l'exemple des étudiants qui sont allergiques au pollen de graminées. Le pollen de graminées, c'est mai-juin, et donc tous les étudiants qui sont allergiques au pollen de graminées, ils passent leurs examens en juin. Et donc, s'ils sont embêtés, il y a un risque de somnolence, de rater les examens, donc c'est vraiment important de leur traiter leur rhinite. Et encore une fois, il n'y a pas de contre-indication à mettre des corticoïdes dans le nez, même s'ils ont le Covid. Et encore une fois, ce n'est pas un facteur de risque d'attraper le Covid ou de faire une forme grave de Covid. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup. Je voulais vous poser une question. Il y a eu un décret fin août qui a défini les personnes vulnérables vis-à-vis du Covid. Et dans cette liste n'existaient pas les patients asthmatiques. Oui. Alors, beaucoup d'asthmatiques se sont posé la question en se disant, mais nous, peut-être, nous sommes des personnes vulnérables vis-à-vis du Covid. Bon, on voulait nous montrer finalement que non, les personnes asthmatiques ne sont pas plus vulnérables que d'autres par rapport à cette infection virale. Mais qu'en est-il de l'asthme sévère? C'est une question parce que dans le Haut Conseil de santé publique a fait cette liste de personnes à risque de forme grave et parmi donc il y avait l'asthme sévère dans cette liste-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Également la mucoviscidose, par exemple, d'autres pathologies respiratoires. Et ma deuxième question était que les personnes qui ont contracté la Covid, parfois sont mis par les médecins avec des sprays de corticoïdes inhalés. Qu'est-ce que vous en pensez de donner des corticoïdes inhalés pour des personnes qui ont les symptômes du Covid? Oui, alors pour répondre à votre première question, Fabien, le problème, en fait, c'est, mes confrères ne me contrediront pas là-dessus, c'est de définir l'asthme sévère, en fait. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué à définir. Donc, il y a l'asthme sévère, mais il y a ce qu'on appelle dans les asthmes sévères, les asthmes difficiles à traiter. Encore une fois, il n'y a pas de contre-indication au corticoïde. L'important, c'est d'avoir un asthme équilibré. Sauf que, effectivement, il y a certaines formes d'asthme qu'on a énormément de mal à équilibrer. Donc maintenant, on a des médicaments qu'on appelle des biothérapies qui vont pouvoir nous aider, mais il reste quand même des personnes chez qui l'asthme ne va pas être équilibré. Et effectivement, ces personnes-là sont à risque, non pas parce qu'ils ont un asthme, mais parce que leur asthme n'est pas équilibré. D'accord. Ok. Ça, c'est différent. Et les votre sprays deuxième question, c'est les corticoïdes. corticoïdes inhalés, oui. Donc, alors, du coup, ça c'est à l'étude. C'est aussi, je crois que c'est aussi Bicêtre qui fait ça. Donc, en fait, oui, on s'est posé la question de savoir si, en mettant des corticoïdes, on diminuait pas l'inflammation bronchique, donc on enlevait ce signal de danger dont je vous ai parlé. Donc, ça, c'est des papiers en cours. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant d'un point de vue physiopathologique, de dire qu'on va peut-être diminuer l'inflammation, on va Voilà. garder les taux d'interféron élevés et que du coup, on va protéger un peu les gens. Mais c'est en cours de publi, c'est pas recommandé à l'heure actuelle d'aller mettre des corticoïdes à quelqu'un qui a inhalé, à quelqu'un qui a un Covid. J'avais une question à Isabelle et à vous-même également. Comment les personnes allergiques au pollen, tout à l'heure vous parliez des étudiants et les pollens de graminées, mais bon, on a connu le pollen depuis le début de l'année en fait. Comment les patients ont vécu cette période de pollinisation? Est-ce qu'il y avait autant de prises
allergiques habituels dans cette période de pollinisation, où le port du masque a pu limiter en fait l'exposition au pollen? Alors, Tu plusieurs veux choses. répondre à ça ou je réponds? Je commence et puis tu complèteras, je Vas-y, pense. vas-y. Donc, le port du masque, effectivement, ça avantage parce que ça permet effectivement également de filtrer les pollens. Ça, c'est Oui, la première chose. Après, ce qui s'est passé, comme les gens ont été confinés, c'est qu'il n'y a pas eu de tonte. Alors les gens ont tondu leur jardin, mais il n'y a pas eu de tonte dans les espaces verts, dans les espaces municipaux, etc. Donc, on a quand même eu des pics de pollen assez importants cette année. Mais finalement, moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait des choses plus graves que les années précédentes. En fait, je sais pas ce que tu en penses, Isabelle. En tout cas, pour la région du Alors, Grand Est. j'ai pas tout à fait la même analyse parce qu'ici, à La Rochelle, on a des saisons polliniques qui sont forcément nettement plus calmes que dans ta région à toi ou dans d'autres régions de France qui n'ont pas de façade maritime. De fait, bon, on est dans une région où les villes sont petites, où les gens habitent beaucoup dans des villages au milieu des champs de culture. Effectivement, ce manque d'entretien des espaces verts a été un facteur très aggravant et les gens ont été confinés, mais beaucoup ont des jardins, donc ils ont passé beaucoup plus de temps dans leur jardin que quand ils vont à l'école ou au bureau, ce qui peut signifier que finalement le temps passé à l'école ou au bureau n'est pas forcément totalement à 100% utile. Moi, j'ai constaté j'ai fait que de la téléconsultation pendant cette période de confinement. Après, il y a eu le port du masque, effectivement, qui a diminué les choses, mais de mars et avril, on a eu une température plus élevée que la moyenne, des vents d'est et de sud-est qui étaient chargés de pollen, beaucoup plus que les vents d'ouest qu'on a habituellement, qui sont totalement dénués de pollen. Et les symptômes de rhinite ont été très, très sévères cette année. Pas tant de crise d'asthme, mais beaucoup de rhinite avec des résistances aux traitements habituels qui nous ont amené à augmenter les thérapeutiques anti-allergiques par comprimés ou par traitements locaux. Ça a été une année un petit peu particulière. Ensuite, comme le port du masque a été très oui. recommandé et obligatoire très tôt à La Rochelle, les patients ont été ensuite beaucoup plus tranquilles. À partir du mois de juin, juillet, ça a été quasiment terminé. Très bien. Patrick, est-ce qu'on a des questions? Pas vraiment. Je vois Madame Moi, j'ai une petite question, s'il le vous plaît. doigt. Catherine, vous vouliez poser une question? Allez-y, allez-y, Catherine, mettez votre micro. Ça y est. Voilà, allez-y, posez votre question. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très documentée. Je découvre les interactions entre l'interféron, l'asthme et l'allergie, l'interféron et le Covid. Et derrière ce que vous proposez, on se pose la question de finalement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à tester l'effet de l'interféron de façon un petit peu plus méthodologiquement satisfaisante dans le traitement des formes graves de Covid? Et je voulais savoir si vous avez des éléments de commentaires sur tout ça, parce qu'on réactualise régulièrement au Conseil de santé publique les recommandations de traitement, comme vous avez vu, avec pas beaucoup de succès pour l'instant, mais on continue. Et donc, je voulais savoir ce qu'il y avait dans votre esprit sur cette piste. Bah ouais, merci. Alors, ça reste très empirique, hein. C'est vraiment des publications où effectivement on montre cette diminution de l'interféron qui pourrait effectivement expliquer ces formes graves de Covid. À ma connaissance, moi, j'ai pas vu d'essais cliniques passer là-dessus. Je crois pas avoir vu, mais j'ai pas regardé, j'avoue, hein, mais je suis pas allé voir sur Clinical Trial pour savoir si quelqu'un avait lancé un essai clinique sur l'interféron. Mais encore une fois, il y a quand même des publications qui montrent que il y a des gens qui ont des mutations avec des déficits en interféron et c'est ceux-là qui ont fait des formes graves, en fait. Donc, c'est potentiellement quelque chose d'intéressant à utiliser. Alors, Bien. moi, j'avais une question pour Catherine Leport, si la réponse précédente a été apportée. Vous avez évoqué un possible vaccin contre le coronavirus. Or, celui-ci semble évolutif. Dès lors, un vaccin peut-il être réellement efficace?
J'en sais rien du tout à ce stade. J'ai parlé d'évolutivité de la maladie au sens large, de la pandémie au sens large. Si on focalise sur les modifications du virus au fil du temps, on a parlé ces derniers temps de mutants dont l'impact et l'ampleur n'est pas encore très bien caractérisée, me semble-t-il. Et donc, c'est clair que ça peut être un obstacle à la vaccination, hein. Ça peut être aussi un élément qui peut amener à faire évoluer le vaccin. Pour la grippe, vous savez bien que chaque année, on fait évoluer le vaccin, hein. Non, la question est quand même, on travaille sur le virus du début, si je puis dire. Or, la pandémie continue. On voit bien qu'il y a, notamment en Europe, hein, de l'Ouest, on a un regain de l'épidémie. On nous a parlé de quelques mutations du virus, mais qui n'étaient pas significatives. Et donc, ça veut dire qu'on va faire un vaccin sur ce virus qui circule actuellement. Si demain, c'est pareil pour la grippe, si demain le virus mute brutalement, le vaccin qu'on aura préparé risque d'être moins efficace, si je puis dire. Mais après tout, c'est ce qu'on a pour la grippe également. Chaque année, on prend pas qu'un seul virus, on en prend plusieurs et on essaye de faire le mieux possible. Et on n'a pas un vaccin antigrippal qui couvre vraiment toutes les possibilités. Donc voilà, on essaye de faire pour le mieux. Voilà, je pense que c'était le sens de cette question. Et donc, comme vous dites, on n'en sait strictement rien parce qu'on ne peut rien prévoir de ce qui va se passer pour la suite. Oui, Nicole, tu voulais prendre la parole, Nicole? Il faut mettre votre micro, Oui, je Nicole. voulais rebondir sur cette question parce que je pense que ça intéresse d'autres personnes que moi qui ne sont pas forcément des biologistes ou des médecins. Catherine, on compare toujours au vaccin de la grippe, mais en fait, pourquoi on ne compare pas aux autres vaccins qui sont ceux on vaccine les enfants aujourd'hui de 11 vaccins. On ne peut pas arriver à un vaccin qui serait du type de celui de la poliomyélite, de la rougeole, etc. Voilà. Pourquoi ça veut dire en gros, moi, le discours que j'entends autour de moi, c'est oui, mais ça va être un vaccin, il va falloir se revacciner toutes les années, comme pour la grippe. Et chaque année, on se remet, voilà. Est-ce qu'on peut penser qu'on pourrait arriver à un vaccin donc antivirus sur une longue période? Oui, qui ne bouge pas. Ça dépend de la stabilité du virus, hein, c'est clair. Il y a des virus qui ne bougent pas dans le temps et forcément le vaccin reste efficace, hein. Et puis, il y a des virus qui sont beaucoup plus mobiles, qui changent et qui obligent à l'adaptation de la réponse du profil de vaccin, enfin des vaccins pour suivre l'évolution de l'agent infectieux. Ce que je voulais juste rappeler, c'est qu'au moment de la pandémie grippale, cette question s'est déjà posée aussi, et que les laboratoires avaient travaillé ensemble. J'espère que l'OMS arrivera à ce que ça fonctionne à nouveau ici, pour réfléchir à comment on peut produire quelque chose là aussi qui est du domaine du générique du vaccin de la grippe, et puis avoir une partie variable qui peut s'adapter de façon peut-être plus réactive. C'était un mode de réflexion, en tout cas, qu'il y a eu à l'époque et qu'on pourrait imaginer réactiver.